Alors, le verdict dans l'affaire de forage est attendu pour ce 22 janvier, je pense, 22 janvier. Plusieurs personnes ont comparu, notamment un ancien ministre, des entrepreneurs ainsi que des témoins. Alors, le ministre le plus attendu n'était pas là comme, je dirais, un inculpé. Alors, que retenir de ce procès forage? On a un témoin, une personne qui a assisté à toutes les audiences, à tous les procès. Il est venu ici pour nous donner l'information, la vraie information. C'est l'éditeur du journal La Justice, Ange Gabriel Ngalamouloumé. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci, cher ami. Je suis très content. Je vous présente d'abord mes meilleurs vœux. Merci. Et à toute la famille des Télé 50 qui nous a toujours permis de donner la vraie information. À tout moment que nous avons quelque chose à dire, nous passons. Merci à toute cette équipe de Télé 50. Alors, quant à cette affaire, justement, il y a la vidéo de, je dirais, l'un des grands avocats congolais, l'un des grands pénalistes congolais, le professeur Nyabirungu, qui défend un ancien ministre, je pense que c'est M. Robota. Il dit que, puisque, en ce moment, il y a construction des forages, ainsi que des autres affaires, on ne peut pas juger les gens. D'après vous, est-ce qu'il y aura des gens qui seront incarcérés dans cette affaire? Moi, je ne voudrais pas, vous savez, c'était le ministre du Développement, l'ancien ministre du Développement rural, François Robota. Je ne voudrais pas particulariser les dossiers, mais je suis venu faire l'analyse de tout ce que nous avons assisté. Il y a eu beaucoup d'audiences organisées à la Cour de cassation. Plusieurs personnes sont passées. Au-delà des acteurs principaux, notamment l'entrepreneur Mike Kassenga et l'ancien ministre du Développement rural, François Robota Masumbuko, nous avons vu les témoins défiler. L'ancien ministre des Finances, effectivement, il était venu, Nicolas Razadi. Beaucoup de gens n'ont pas suivi ces procès et je suis en train de déplorer. Il y a eu autant de tollés, mais quand on a fixé les procès, les gens ne sont pas venus pour suivre de près. Il y a l'ancien ministre du Développement rural qui avait signé les contrats, M. Guy Mikoulou, qui était venu comme témoin, comme renseignant. Il y avait aussi l'un des inspecteurs de l'UGF, qui avait été envoyé par l'UGF, qui a fait son témoignage. Alors, de tout cela, il y a aussi l'acteur, le ministre du Développement rural, Moïse Nozang, qui est arrivé, et tant d'autres. Nous retenons qu'il y a eu un retard dans l'exécution de ces projets. Et ça sera difficile, d'après notre analyse. Moi, j'ai une question, d'après tout ce que vous avez vu. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir ce procès d'abord? À mon avis, non. Pourquoi? Parce que tout est parti des réseaux sociaux. La clameur publique. Qui sont devenus un phénomène. Ce n'était pas vraiment nécessaire d'avoir ces procès et de traîner les personnalités. Mais cela est arrivé, ça permet. C'était des audiences pédagogiques qui ont permis aux autorités judiciaires de se faire une idée. Et même certains journalistes... Une idée sur quoi? Une idée parce que toutes les personnes qui ont comparu ont eu d'une manière ou d'une autre à intervenir dans les médias pour donner des éclairages sur l'affaire. Bon, en réalité, il n'y a pas eu, d'après notre analyse, il n'y a pas eu détournement des deniers publics. Nulle part. Pourquoi? Parce qu'au terme de l'article 145 du Code pénal, les fonctions de détournement des deniers publics est prévu et défini comme suit. Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, préstatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou tout autre mandataire préposé des personnes énumérées qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets tenant lieu, des pièces, actes, mobiliers qui étaient entresemés, soit en vertu, soit en raison de sa charge, sera puni d'1 à 25 ans de prison des travaux forcés. D'1 an et de 25 ans de travaux forcés. Donc, il faut la réunion de 5 éléments pour qu'on arrive à la définition les faits constitutifs des infractions, des détournements des deniers publics. Parmi les 5 éléments, il faut la qualité de l'agent. L'agent doit être revêtu de la qualité publique. Ça veut dire qu'il joue ce rôle-là en tant qu'une personnalité publique. Il y a eu des ministres qui sont des personnalités publiques. Alors, maintenant, le ministre qui était poursuivi, l'unique ministre qui était poursuivi,
il n'était pas poursuivi comme ayant détourné, mais comme ayant facilité le détournement. Ça veut dire... Comme complice. L'infraction principale, c'est la participation au détournement des deniers publics. Donc, une infraction auxiliaire. Pour que cette information existe, il faut qu'il y ait d'abord l'infraction principale, qui est le détournement des deniers publics. Donc, dès lors qu'on est en difficulté de définir, de réunir les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics, ça veut dire que la participation ne sera pas considérée. Ça veut dire l'absence des éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics entraîne directement la nullité de la participation à la commission de cette infraction-là. Donc, ce qu'il y a eu, c'est le retard. Et ce retard-là, les contractants doivent être, à mon avis, condamnés, pas par la Cour de cassation, mais on va envoyer les dossiers au niveau du tribunal de commerce, par exemple, ouais, pour voir pourquoi il n'a pas respecté les clauses du contrat. Et surtout que ces mêmes clauses-là contiennent les moyens de leur révision en cas de litige aussi. Tout est contenu à l'intérieur. Qui a traîné d'abord tous ces gens-là devant la justice? Il n'y a pas eu une victime. C'est ça aussi l'autre constat. Il fallait que l'État congolais puisse se plaindre. L'État ne s'est pas plaint. C'est le ministère public qui a, selon ces informations, qui s'était auto-saisi du dossier. Mais il s'avère qu'il n'y a pas eu victime. L'État congolais n'a jamais formulé une quelconque plainte que le projet a été financé et maintenant l'exécution pose problème. Donc c'est là où les juges, en fait, ils sont indépendants, ils vont prendre leurs décisions, mais à notre avis... Et les arguments du ministère public étaient fondés les arguments du ministère public a, dans son réquisitoire, proposé qu'on puisse condamner Mike Kassenga à 20 ans. Mais cette proposition a été vite balayée par les doyens Nyambirungu, qui a démontré que l'argent qu'on a mis à la disposition de Mike Kassenga, ce n'était plus l'argent, le denier public. C'était l'argent privé. Ça veut dire qu'il a signé, c'est comme vous là, vous êtes de Télé 50, vous avez conclu un partenariat avec un ministère pour réaliser un travail, mais il sait peu qu'il y a eu retard. Mais vous reconnaissez au moins qu'il y a eu retard et vous allez exécuter ce travail. Donc, il n'y a pas eu de détournement de deniers publics. Pourquoi? Parce que la donne a changé. Aujourd'hui, on a livré autant de forages. Quand le ministère public s'était saisi du dossier, il y avait quelques forages qui étaient livrés. Et maintenant, on est à plusieurs forages. Alors, si on retient... Cette clameur a empêché les détournements. Peut-être qu'il y a eu tentative de détourner. Bon, en fait, finalement, là, nous sommes dans on trouve un alibi en disant qu'on n'a connu que du retard, simplement. Non, le retard, selon Mike, parce qu'on a beaucoup parlé de ça dans les procès, les retards étaient justifiés par la Covid-19. C'était pendant les moments compliqués, il n'y avait pas moyen d'avoir les matériels pour... Et puis les retards étaient aussi justifiés par l'absence des endroits où il fallait poser, où il fallait mettre les forages. Mais il n'y avait pas eu d'études au préalable. Des problèmes. Donc l'État congolais n'avait pas prévu des espaces. Voilà les erreurs commises par les personnes qui ont signé ces contrats. Et la personne qui a signé ces contrats, c'était l'ancien ministre du Développement rural, M. Guy Mikulu. Donc, c'est une honte pour la République. Ah, nous ne pouvons pas dire que c'était une honte pour la République parce que nous devons sauver toujours l'image de la République. Mais c'est une leçon à tirer prochainement. S'il faut fixer un procès, on doit réunir tous les moyens nécessaires avant de fixer au tribunal. Sinon, ce qui s'est passé, je dirais que je ne vais pas apprêter vos mots pour dire que c'est une honte pour la République, mais c'est une leçon à tirer. C'est peut-être aussi une humiliation
des personnes qui ont été salies sur la place publique. Oui. Ils peuvent aussi, oui, ils peuvent aussi à leur tour saisir la justice pour exiger réparation. Ils peuvent le faire. C'est pourquoi je demande que les phénomènes... S'ils s'estiment vraiment innocents, ils devraient le faire normalement. Oui, ils sont en droit de le faire. Ouais. Ils sont en droit de le faire. Les réseaux sociaux doivent être bien gérés. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous vilipender, vous insulter, mais quand on vérifie de près, il n'y a pas eu de détournement. Et ces personnes-là qui ont été insultées, à qui on a arrêté, qui sont passées à Makala, à cause des réseaux sociaux. Mike Sanga. Mike est toujours à Makala. Il est toujours à Makala. Il est toujours à Makala. Et le ministre Robot est sorti. Le ministre Robot est en liberté provisoire. Oui. Et je l'avais vu, il est serein, il est vraiment serein. Bon, il est serein, et il s'est présenté à toutes les audiences. Là, vraiment, il a affiché les caractères d'un véritable homme d'État. Il n'a pas fui, il n'a pas cherché d'alibi, il n'a pas créé la maladie, parce que souvent dans notre pays, lorsque vous êtes poursuivi, surtout les acteurs politiques, il crée la maladie. Je constate aussi que le média ne s'empresse pas pour chercher à rétablir la vérité dans cette affaire. C'est ça le grand problème. Tout le monde se tait, comme quoi, à chaque fois qu'il y a des accusations, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui veut la tête d'une personne. Donc, dans notre pays, oui, les mauvaises informations, les accusations, circulent plus que les vraies informations. Ces accusations-là, si elles ne sont pas motivées, ça ne fait rien aussi. Oui, non, les motivations, il y a toujours les tireurs de ficelles. Voilà, justement. Il y a toujours les tireurs de ficelles. Ça veut dire que j'ai cherché dans la salle les journalistes qui dénonçaient. Qui accusaient tel ou tel autre. Ils ne sont pas venus. On était là, je peux même citer quelques confrères. Allez-y, c'est pas grave. Je connais seulement Innocent Olenga, qui était là dans toutes les audiences avec moi. Et quelques amis qui venaient peut-être pour filmer, prendre les images et partir. Mais je n'ai pas vu toute la masse qui était en train de faire des bruits, qui était en train d'insulter. Donc, Bouyibi et Konso, tout ça, c'est vraiment mauvais. Alors, pour ma part, si vous le voulez bien, cette clameur publique a permis quand même de sauver un projet. On ne sait pas si ce retard allait être un retard ad vitam aeternam. Oui, la clameur publique a sauvé, mais réellement, il y a des avancées sur le terrain. Ça aussi, il faut vérifier. Non, bon, en fait, c'est vérifiable parce que il y a des dossiers, on a eu à les dire devant la Cour de cassation. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter nos juges de la Cour de cassation. Ils ont manifesté vraiment la neutralité, l'indépendance, même toutes les accusations là. Ils étaient imperturbables. On est contre les juges. Oh, la justice malade. La justice congolaise n'est pas malade. Mais c'est comme s'il y a des personnes, c'est le commentaire qui a réjoui tout le monde dans la salle, il y a des personnes qui travaillent à rendre la justice malade. La justice congolaise n'est pas malade. Et vous avez vu que les procès atterri dans la douceur. Je félicite le premier président de la Cour de cassation qui a eu à accorder la parole presque à tout le monde dans l'équité, dans la justice. En tout cas, c'était une bonne expérience pour moi. Vous savez qu'au-delà du fait que je suis journaliste, j'ai profité, comme nous sommes, depuis que nous étions au tribunal des pairs, nous avons profité pour ajouter une connaissance. Nous avons défendu notre mémoire en droit public interne. Et c'était très important de suivre ce procès qui nous a donné beaucoup de... Ah, vous avez fait des études de droit aussi. Donc, vous avez pu assister, voilà, ce n'est pas un casus belli simplement, vous avez vécu plutôt un procès, un vrai procès. Un vrai procès. Et nous demandons aux juges de rester au juste milieu. Parce que si aujourd'hui, par mégarde, on parvenait peut-être à suivre l'avis du ministère public qui a proposé 20 ans et 5 ans, ça veut dire que dans notre pays, nous serons dans l'obligation de réinventer les droits pénals, de redéfinir les droits pénals, parce que les infractions ne se collent pas. Merci, merci beaucoup. Ange Gabriel Ngalamoulou, mais je suis sûr qu'à la maison, les gens disent, bon, c'est vrai que vous dites qu'il ne fallait pas que ce procès ait lieu, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Je suis sûr qu'à la maison, ils disent qu'il fallait bien que ça ait lieu. C'est quand même bien que vous nous rassuriez que le projet continue en bonne et due forme. Oui, merci. Le projet est en pleine exécution. Et si on dit qu'aujourd'hui, déjà là, il y a eu des tournements. Mais tous les forages, ils connaissent déjà les livrets là.
ça va aller où? C'est bénéfique pour la République. Merci. Mais c'était Ange Gabriel Ngalamouloumé, éditeur du journal La Justice. On passe au second invité, alors que mon invité reste encore là, assis. Il s'appelle Nathanaël Bin Chako Onokomba. C'est un jeune opposant qui a le vent en poupe, que beaucoup d'autres jeunes suivent avec admiration. Il représente aujourd'hui l'espoir d'une jeunesse éveillée, consciente, désireuse de voir le développement en RDC. On va le recevoir, on va discuter de tout et de rien. Et vous savez comment il parle, restez avec nous.